Dans les derniers instants de sa vie, alors que son corps affaibli luttait contre une maladie implacable, Diane Triveau aurait eu plus que jamais besoin d'amour, de tendresse, de la présence de celui qui, autrefois, avait juré de l'aimer dans la santé comme dans la maladie. Mais Bernard, son époux, n'était déjà plus là. Il l'avait abandonnée, sans même un regard en arrière, trop occupé à savourer une liaison secrète avec une autre femme, alors que celle qu'il avait promis de chérir glissait lentement vers la fin. Ce n'est qu'au jour de ses funérailles que Bernard reparut. Bien habillé, impassible, le regard dissimulé derrière des lunettes noires. À son bras, une jeune femme élégante, au sourire figé, sa maîtresse. Il ne versait aucune larme. Ce n'était pas la perte de Diane qui l'avait ramené. Non, ce qu'il voulait découvrir à tout prix, c'était ce que son épouse lui avait légué dans son testament. Il ignorait cependant que Diane, même depuis l'au-delà, lui réservait une dernière surprise ou une vérité si puissante qu'elle allait faire trembler tout son univers. Revenons quelques semaines en arrière. À l'hôpital Saint-Étienne, à Lyon, les journées de Diane s'écoulaient au rythme froid des machines, dans une chambre baignée d'une lumière automnale pâle. Le temps semblait suspendu. Âgée de seulement 34 ans, Diane avait été autrefois pleine de vie, d'une beauté lumineuse et d'un rire contagieux. Mais aujourd'hui, son corps amaigri portait les stigmates d'un traitement épuisant. Ses cheveux couleur miel avaient disparu, remplacés par un foulard en soie aux teintes vives que sa sœur cadette, Mélissa, lui apportait avec tendresse. Ce matin-là, adossée à ses oreillers, Diane faisait tourner machinalement son alliance, désormais trop grande pour son doigt aminci. Bernard, son mari, devait venir la voir la veille. Encore une fois, il s'était défilé, évoquant une prétendue réunion d'affaires. Cela faisait 3 fois qu'il annulait en un mois. La porte s'ouvrit doucement sur le docteur Agnès Kaplan, son oncologue. Elle entra, un dossier à la main, l'expression sérieuse. « Madame Triveau, vous sentez-vous prête à discuter de vos derniers résultats ?» Diane hocha la tête, avec un demi-sourire. « Je crois deviner ce que vous allez me dire. » Mais avant que le médecin ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Mélissa entra en trombe, les joues rougies par l'effort. « Je suis là. » Désolée du retard, la circulation était un cauchemar. Elle se précipita vers le lit, attrapa la main de Diane et l'embrassa doucement. Mélissa, du haut de ses 31 ans, ressemblait à sa sœur dans ses années de jeunesse. Même éclat dans les yeux, même douceur dans la voix. Le docteur Kaplan ferma la porte et prit une chaise. Mais dès qu'elle ouvrit le dossier, l'ambiance changea. Son visage s'assombrit. Le cancer avait progressé. De façon plus rapide, plus féroce que prévu. Le traitement expérimental n'avait pas eu les effets espérés. Le silence s'installa. « Combien de temps ?» demanda Diane calmement, le regard fixé. « Si nous ne lançons pas une nouvelle thérapie agressive, je dirais, 3 à 4 mois. » Mélissa éclata en larmes, secouée par l'annonce. Diane, elle, resta silencieuse. Comme si elle savait déjà. « Merci, docteur. » Après le départ du médecin, Mélissa tenta de raisonner sa sœur. « Il faut prévenir Bernard. Il doit être à tes côtés. » Diane esquissa un sourire sans joie. « Il est occupé, tu sais. » Réunion, toujours. Mélissa fronça les sourcils. « Il dilapide sûrement l'héritage de tante Mélanie, mais pour te soutenir ? » Rien. Un soupir. « Mélissa, arrête. Je ne veux pas. » Mais la vérité était là, suspendue dans l'air. L'héritage, d'une valeur de plus de 30 millions d'euros, confié à Bernard sous prétexte qu'il était bon gestionnaire, s'évaporait lentement. Diane n'était plus dupe. C'est alors que la porte s'ouvrit. Une jeune infirmière entra. Grande, impeccablement coiffée, les lèvres peintes avec précision. Dorine Guillemette, nouvelle recrue du service. Elle sourit, polie mais distante. « C'est l'heure des médicaments, Madame Triveau. » À peine le cachet avalé, Diane fut prise d'une nausée intense. Une sensation étrange, différente. Mélissa accourut pour l'aider, retenant ses cheveux au-dessus des toilettes. « Tu veux que je rappelle le docteur ?» Mais Diane, pâle, la fixa, les yeux écarquillés. « Quel jour sommes-nous ? » Le 15 octobre. Un frisson lui parcourut le dos. « Je suis en retard. Très en retard. » Un silence. « Diane, tu penses que, tu es enceinte ?» Le mot resta suspendu, irréel. « Il me faut un test. »
Tout de suite. 1 heure plus tard, 2 fines lignes roses confirmèrent l'incroyable. Contre toute attente, malgré la chimiothérapie, malgré les statistiques et les doutes des médecins, Diane portait la vie. Elle pleura. Non de peur, mais de stupeur. De gratitude, peut-être. Il faut le dire à Bernard, s'exclama Mélissa. Mais Diane la retint, posant sa main sur son poignet. Pas encore. Je dois d'abord comprendre ce que ça signifie pour moi. Mais dans le silence de la nuit, alors qu'elle caressait machinalement son ventre, une angoisse sourde la rongeait. Quelque chose n'allait pas. Le regard de Dorine. L'attitude de Bernard. Les comptes bancaires qui fondaient. Tout semblait s'effriter. Et elle avait raison. À quelques rues de là, Bernard dînait dans un restaurant chic, trinquant avec Dorine Guillemette. Les mains de l'infirmière frôlaient son verre de vin, ses yeux brillaient de calcul. À notre nouvelle vie, et à notre généreuse tante Mélanie, murmura-t-elle. Bernard leva son verre. Pas une once de remords dans ses traits. Il avait déjà tourné la page. Mais la tempête ne faisait que commencer. Diane retourna consulter le docteur Kaplan avec Mélissa à ses côtés. Les résultats étaient clairs, la grossesse compliquait tout. Poursuivre le traitement risquait de tuer l'enfant. L'arrêter risquait d'accélérer la progression du cancer. Si vous continuez cette grossesse, il vous restera peut-être 2 mois. Diane posa une main sur son ventre. Et l'enfant? Un silence. Puis, il y a une chance. Mince, mais réelle. Ce fut le début d'un combat à 2 visages, l'un contre la mort, l'autre pour la vie. Diane prit sa décision. Elle garderait l'enfant. Elle voulait qu'un morceau d'elle survive, même si cela signifiait son propre départ. Elle commença alors à rédiger des lettres. Une pour Mélissa, une autre pour le bébé qu'elle ne tiendrait peut-être jamais dans ses bras. Et une dernière, pour Bernard. Dans cette lettre, elle lui dévoilait tout, qu'elle savait pour Dorine, qu'elle connaissait ses mensonges, et surtout, qu'il ne toucherait pas un centime de son héritage. Elle avait tout modifié. Son testament stipulait désormais que l'intégralité de la fortune irait à son enfant à naître, sous la tutelle de Mélissa. Bernard ne recevrait rien sinon un souvenir amer. Et elle ajouta une dernière clause, que la lecture du testament ait lieu en présence de tous, lors des funérailles. Ainsi, le jour venu, quand Bernard s'approcha, sûr de son coup, les notaires lui remirent une enveloppe scellée. Il l'ouvrit, confiant. Mais au fur et à mesure que les mots de Diane apparaissaient sur la page, son visage se décomposa. Et lorsque la phrase finale fut lue à haute voix, « À toi, Bernard, je ne laisse que le vide que tu m'as laissé vivre », un frisson parcourut l'assemblée. Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les reproches. Bernard, blême, ne savait plus où poser les yeux. Il était riche d'avidité, mais ruiné par ses choix. Diane, quant à elle, avait quitté ce monde avec grâce, laissant derrière elle un message fort, on peut trahir l'amour, mais on ne détruit pas une âme courageuse. Et quelques mois plus tard, une petite fille naquit. Elle portait le prénom de sa mère, et dans ses yeux, brillait déjà la même lumière. Le silence dans la chambre d'hôpital était si dense qu'on aurait pu l'entendre tomber. Les mots du médecin résonnaient encore dans l'air. Le bébé est assez développé pour avoir une chance de survie. Mais mener cette grossesse à terme signifie presque certainement raccourcir ce qu'il vous reste de temps, Madame Trivaux. Le poids de cette vérité s'abattit sur Diane comme une pierre qu'on laisse tomber dans un puits sans fond. Les murs pâles, les machines au bip régulier, tout semblait s'éloigner. Elle ferma les yeux, et 2 larmes silencieuses roulèrent sur ses joues amaigries. « Je veux essayer. » murmura-t-elle enfin, d'une voix brisée. Ce bébé est ma dernière chance, de laisser une trace de moi dans ce monde. Cet après-midi-là, prise d'un élan de courage désespéré, Diane appela Bernard Rivaux. Le téléphone sonna 5 longues fois avant de tomber sur sa messagerie. Elle réessaya. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Ce n'est qu'à la 4e tentative qu'il décrocha enfin. Sa voix était sèche, tendue, presque agacée. « Je suis en plein milieu d'une réunion importante. Tu peux me rappeler demain ? » Non Bernard, il faut que tu viennes. C'est urgent. Il faut qu'on parle. Un silence tendu s'installa. En fond sonore, on distinguait des voix, des éclats de rire étouffés. On ne peut vraiment pas en parler demain ? Je suis à 2 doigts de signer un contrat énorme. Non Bernard. Demain, ce sera trop tard.
Il soupira. Je t'écoute, mon cœur, mais les clients attendent. Je passerai peut-être demain, d'accord? La ligne fut coupée. Diane resta là, figée, le téléphone encore dans la main, le regard vide. Un engourdissement étrange lui envahit la poitrine. À ses côtés, Mélissa, sa sœur, avait tout entendu. Jusqu'ici, elle avait tenté de rester discrète, de respecter le silence de Diane. Mais là, c'en était trop. Ça suffit. J'engage un détective privé. Non, Mélissa, ne fais pas ça. Diane, cette mascarade a assez duré. Il te laisse seule depuis des mois. Il évite les questions sur l'héritage de Mélanie, il te ment, et maintenant il t'abandonne alors que tu es à l'hôpital, entre la vie et la mort? Il y a quelque chose de pourri dans tout ça. Diane voulut protester, mais sa fatigue l'écrasa. Une petite voix, au fond d'elle, reconnaissait que sa sœur avait peut-être raison. Depuis le retour de Bernard, une certaine Derain-Guillemette semblait toujours rôder dans les parages. Des murmures à voix basse. Des mouvements suspects. Et des retraits d'argent sur leur compte commun qu'elle ne comprenait pas. 2 jours plus tard, Mélissa entra dans la chambre, le visage rouge de colère, une grosse enveloppe à la main. Tu dois voir ça. Le détective a été rapide. Elle vida le contenu sur le lit, des dizaines de photos. Bernard et Derain dans des restaurants luxueux. Dans un appartement en attique. Dans une bijouterie. Et enfin, la dernière photo. Celle qui figea le sang de Diane. Bernard et Derain, enlacés, s'embrassaient passionnément devant l'hôpital Saint-Étienne. Juste sous la fenêtre de sa chambre. Ce n'est pas tout. Ajouta Mélissa d'une voix brisée. Elle sortit d'autres documents, relevés bancaires, titres de propriété. Près de 30 millions d'euros envolés. Bijoux, appartements, voyages. Et pire encore. Derain-Guillemette n'est même pas une vraie infirmière. Elle a obtenu ce poste avec de faux papiers. Elle a été engagée pour te surveiller, Diane. Un frisson glacial remonta le long de l'échine de Diane. Quelque chose en elle se brisa. Mais dans la fracture de son cœur naquit une autre force, inconnue, une colère froide, limpide. Elle n'avait plus peur. Depuis quand? Demanda-t-elle d'un ton calme. D'après le détective, au moins 6 mois. Juste après ton diagnostic. Elle savait tout. L'argent. L'héritage. Toi. Tout était prémédité. Cette nuit-là, Diane ne trouva pas le sommeil. Elle caressa son ventre arrondi, sachant qu'elle ne verrait peut-être jamais les yeux de son enfant. Que elle-même ne vivrait peut-être plus très longtemps. Mais une chose était sûre, Bernard Triveau ne l'oublierait jamais. Dans les jours qui suivirent, elle élabora un plan. Méthodiquement. En secret. Elle contacta Maurice Auteuil, l'ancien avocat de sa tante Mélanie. Un homme droit, loyal, qu'il avait toujours traité comme sa propre nièce. Il l'écouta longuement. Prépara des documents. Et ensemble, ils modifièrent entièrement le testament. Un jeu d'événements minutieusement orchestré devait se déclencher après sa mort. Bernard, fidèle à lui-même, continuait ses visites furtives, détachées, à peine 15 minutes. Il ne remarquait même pas que le ventre de Diane avait cessé de s'arrondir. Car 3 jours après avoir vu les photos, elle avait perdu le bébé. Le choc. Le stress. Son corps trop faible. Mais elle ne lui dit rien. Elle ne lui disait plus rien. Derain, quant à elle, jouait toujours la comédie. Sourire fin, geste faussement tendre. Mais un jour, elle dépassa les limites. En changeant sa perfusion, elle osa dire « Votre mari semble très attaché à vous. Dans votre état, ça doit être difficile pour lui de vous voir comme ça. » Diane la fixa droit dans les yeux. Son regard était tranchant, presque glacé. Oui. Bernard a toujours été très doué, pour faire semblant. Puis, d'une voix sucrée mais moqueuse. Dis-moi Derain, tu l'aimes, l'émeraude qu'il t'a offerte? Celle qu'il a achetée chez Tiffany? Le visage de Derain blêmit. Elle laissa tomber la poche de sérum, qui éclaboussa le sol. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est étrange, car j'ai une magnifique photo de toi la portant, juste au moment où tu embrassais mon mari devant cet hôpital. Le verre te va à ravir. Derain s'enfuit, le visage décomposé, le sérum goûtant derrière elle.
Elle ne revint jamais dans l'aile de Diane. Elle se déclara malade, puis démissionna. Pendant que l'état de Diane déclinait, elle consacra ses derniers instants à peaufiner chaque détail. Maurice venait régulièrement. Ensemble, ils relisaient les documents. Préparaient le dossier final. Un soir, alors qu'elle signait les derniers papiers, Maurice lui demanda. « Tu es sûre, Diane ? Il te reste encore un peu de temps, tu peux changer d'avis. » Elle caressa le miroir ancien qu'elle lui avait fait apporter. Un héritage précieux au cadre d'argent délicatement ciselé. « J'en suis certaine, maître Maurice. Parfois, la punition la plus cruelle, ce n'est pas de tout lui prendre. C'est de lui montrer, dans le miroir, qui il est vraiment. » Mélissa ne quitta plus sa sœur. Elle s'inquiétait de cette obsession pour la vengeance. Mais étrangement, Diane semblait plus paisible que jamais. « Je sais ce que tu penses, » dit-elle une nuit en partageant une glace fondue. « Tu crois que je gaspille mes derniers jours. Mais ce n'est pas une vengeance. C'est de la justice. Chaque fois que Bernard se regardera dans un miroir, il verra ce qu'il a fait. Et peut-être qu'il y réfléchira à 2 fois avant de recommencer. » Le mois de novembre s'effaça dans la grisaille. Décembre arriva avec son manteau de froid. Et avec lui, le corps de Diane s'éteignit doucement. Le cancer progressait. La perte du bébé. Les traitements arrêtés. Tout avait accéléré la fin. Bernard, lui, ne voyait rien. Trop occupé par ses appels. Ses affaires. Sa nouvelle vie. Il n'avait même pas remarqué l'absence de Derain. Et s'il l'avait remarqué, il n'avait rien dit. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le plus grand chapitre de Diane ne faisait que commencer. Ce que Bernard Triveau ignorait encore, c'est que Diane avait déjà enclenché la dernière phase de son plan. Tout avait été orchestré avec une précision chirurgicale. Les documents étaient signés, les démarches accomplies dans l'ombre, et le piège, parfaitement huilé, n'attendait plus que de se refermer. Il ne restait à Diane qu'à fermer les yeux une dernière fois, dans un mélange de soulagement et de résignation. D'après le docteur Agnès Kaplan, cela ne saurait tarder. Dehors, les premiers flocons de neige valsaient au rythme du vent d'hiver, s'écrasant doucement sur les vitres de la chambre d'hôpital. Allongée dans son lit, le visage marqué mais serein, Diane esquissa un sourire discret. Ce n'était pas la tempête de neige qui l'animait, mais celle bien plus dévastatrice qu'elle avait elle-même enclenchée. Celle qui allait s'abattre sur Bernard Triveau, l'homme qui l'avait trahi. Dans le tiroir de sa table de chevet reposait un objet bien particulier, soigneusement enveloppé dans un tissu de velours, un miroir ancien, témoin silencieux d'une vie de secret. Lui aussi attendait son heure pour révéler la vérité à celui qui croyait encore contrôler le récit. Un matin glacial de décembre, Bernard se présenta soudainement à l'hôpital. Pas de costume sur mesure cette fois. Il portait des vêtements ordinaires, mal assortis, et son col trahissait un parfum féminin, appliqué à la hâte. Il n'arrivait clairement pas du bureau. « Diane, dit-il d'une voix feinte d'inquiétude, j'ai beaucoup réfléchi, au traitement, à l'avenir. J'ai dû prendre des décisions difficiles concernant ton héritage. » Diane le regarda sans mot dire. Bernard faisait les 100 pas dans la chambre, débitant des phrases comme récitées à l'avance. Il parlait de marchés financiers, de pertes d'investissement, de fluctuations imprévisibles. Tout pour détourner la conversation de ce qui comptait vraiment. Il évitait soigneusement le regard de sa femme, et faisait tourner nerveusement son alliance entre ses doigts à un tic qu'il avait développé ces derniers mois. En vérité, reprit-il, la plupart des fonds sont immobilisés dans des placements à long terme. Il faudrait envisager de te transférer dans un hôpital plus adapté. Tu es sérieux, Bernard ? Lança alors Mélissa, qui était restée discrète jusque-là, assise dans un coin de la pièce. Un hôpital plus adapté. Comme ceux où les infirmières ne sont même pas diplômées, c'est ça ? Bernard se figea. Son visage perdit toute couleur. Mais, qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais très bien ce que je raconte, siffla Mélissa. Les détournements. L'appartement sous les toits. Les bijoux. Les vacances. Jusqu'à quand pensais-tu pouvoir tout cacher ? Je ne comprends pas. Tais-toi, dit alors Diane d'une voix calme mais ferme. Je sais. Je sais pour Dorine. Je sais pour les virements, pour les mensonges, pour chaque détail. Le silence qui tomba sur la pièce fut glacial. Bernard, la bouche entr'ouverte, chercha quoi dire,
mais aucun mot ne vint. Puis soudain, son visage changea. Le masque du mari attristé se fissura pour révéler un autre visage, bien plus froid. Sans honte, il rétorqua. « Très bien. Tu veux la vérité ? » ? « Oui, je suis avec Dorine. »« Oui, j'ai utilisé ton argent. »« Qu'est-ce que tu attendais de moi ? Que je reste là à te regarder dépérir ? Que je moisisse à tes côtés entre les murs gris de cet hôpital ? Elle, au moins, me fait sentir vivant. » Diane l'écouta en silence. Ses traits restaient impassibles, mais son cœur, lui, saignait en silence. À ses côtés, Mélissa était prête à bondir, les poings serrés. Mais Diane la retint doucement par le bras. « Va-t'en, dit-elle simplement à Bernard. Ne reviens jamais. » Sans un mot, il sortit de la chambre. Et lorsque la porte se referma derrière lui, ce fut comme un point final posé à une histoire trop longue. Les larmes roulèrent sur les joues de Diane. Mélissa l'enlaça tendrement, en silence. Ce soir-là, Maurice Auteuil fit sa dernière visite. Dans sa mallette, il apportait les documents finaux, la version définitive du testament de Diane, les fonds de donation, les actes de propriété. Tout était prêt. « Vous êtes sûr pour le miroir ? » demanda-t-il. Diane effleura la surface lisse de l'objet ancien, ses doigts tremblants mais décidés. Plus sûr que jamais. Bernard n'a jamais vu que ce qu'il voulait voir. Il est temps qu'il regarde enfin en face la vérité. Les jours passèrent. Le mois de décembre avançait, et la santé de Diane déclinait à vue d'œil. Le cancer rongeait ses forces, la douleur était constante. Mais elle tenait bon, portée par cette seule flamme, rendre justice. Après cette dernière confrontation, Bernard ne revint plus jamais à l'hôpital. Mélissa, elle, continuait de recevoir les rapports du détective privé. Chaque page en disait un peu plus sur l'abîme dans lequel Bernard s'était plongé. Il était parti avec Dorine dans une villa de luxe à l'autre bout du monde. Des nuits à plusieurs milliers d'euros, des photos de cocktails en bord de piscine. Mélissa grimaçait en lisant les détails. « Il va tout perdre, dit-elle un soir. Les biens, les actions, les comptes. Tout est à ton nom. » Et quand la vérité éclatera, ajouta Diane d'une voix faible. Il ne lui restera que son propre reflet, acheva Mélissa. Le miroir, toujours dans son tiroir, attendait patiemment. Son cadre en argent semblait chuchoter une promesse à chaque fois qu'on en soulevait le tissu protecteur. Une promesse de vérité. Une promesse de justice. Alors que l'année tirait à sa fin, Diane sentait que la sienne aussi approchait. Mais elle voulait tenir jusqu'au bout, voir le rideau se lever sur l'ultime scène de cette pièce soigneusement écrite. La nuit du 31 décembre, dans le silence pesant d'une chambre d'hôpital, Diane rendit son dernier souffle, paisiblement, tenant la main de Mélissa endormie. Le miroir, fidèle gardien, reposait toujours dans le tiroir, enveloppé comme un secret précieux. Le matin du Nouvel An, alors que la ville se réveillait sous la neige, Bernard et Dorine reçurent un appel. C'était Mélissa. Sa voix était glaciale, chaque mot pesait comme une lame. Les funérailles auront lieu dans 3 jours. Tu viendras, n'est-ce pas ? Tu ne voudrais pas que les gens parlent. La cérémonie se déroula à la mosquée de la Paix, à Lyon, comme Diane l'avait prévu dans les moindres détails. Le cercueil était entouré de roses blanches, les prières récitées selon sa foi. La mosquée était pleine à craquer. Amis, anciens collègues, et même le docteur Kaplan étaient présents. Bernard fit son entrée 5 minutes avant le début de la cérémonie. Il portait un costume sombre, visiblement neuf, l'étiquette n'avait même pas été retirée. À ses côtés, Dorine avait osé se présenter. Mais elle resta plusieurs rangs plus loin, essayant de se fondre dans la foule. Bernard, lui, joua son rôle à la perfection. Mouchoir en main, mine bouleversée, il acceptait les condoléances avec une gravité étudiée. Il se leva même pour faire un discours. « Diane était l'amour de ma vie », dit-il d'une voix faussement étranglée. Elle a lutté avec un courage extraordinaire. J'étais à ses côtés chaque jour. Quelques dames âgées furent émues jusqu'aux larmes. Mélissa, elle, serrait la coudoir du banc si fort que ses doigts en devenaient blancs. Maurice, assis à ses côtés, laissa échapper un léger sourire, imperceptible. Mais le véritable acte se joua 3 jours plus tard, dans une salle de conférence où tous les invités à la lecture du testament avaient été convoqués. Maurice Auteuil prit la parole. « Je vous remercie d'être venu. Avant de commencer, un petit objet doit être présenté.
À cet instant, Mélissa sortit de son sac un paquet soigneusement emballé. Elle le posa au centre de la table et en retira le miroir ancien. Son cadre en argent étincela sous la lumière. Ce miroir contient la vérité que Diane voulait que vous voyiez, dit-elle simplement. Et quand Bernard, pris de court, y plongea son regard, ce qu'il y vit n'était pas son reflet, mais un enregistrement projeté dans la pièce d'une Diane affaiblie, mais lumineuse. Si tu vois ceci, Bernard, c'est que je ne suis plus là. Mais sache que tout ce que tu as fait, je l'ai su. Et que tu n'auras plus jamais le confort du mensonge. Sa voix résonna dans la pièce comme une sentence. À la fin de la vidéo, Maurice reprit la parole, dévoilant le testament, tous les biens, sans exception, revenaient à une fondation au nom de Diane, créée pour aider les femmes abandonnées en fin de vie. Rien. Absolument rien n'était laissé à Bernard. Et ainsi, sans jamais avoir levé la voix, Diane avait repris le pouvoir sur sa vie, et scellé le destin de celui qui l'avait trahi. La justice avait parlé. Pas dans un tribunal, mais dans le cœur d'une femme qui avait décidé de ne plus se taire. ChatGPT. Ils étaient tous là, serrés autour de la table, comme s'ils s'apprêtaient à assister à une pièce de théâtre inattendue. Maurice Auteuil, l'avocat bien connu pour sa rigueur et son ton pince sans rire, arborait ce jour-là un sourire qui en disait long, quelque chose de remarquable allait se produire. Mais le vrai coup de tonnerre, celui qui allait faire trembler les fondations de plusieurs vies, se produisit 3 jours après les funérailles de Diane Triveau. Bernard, son époux veuf depuis peu, reçut un appel du cabinet de Maurice Auteuil. La voix professionnelle de la secrétaire lui indiqua d'un ton neutre qu'il était convoqué à une lecture testamentaire. Elle précisa, sur un ton presque solennel, que Diane avait exigé sa présence seule, aucun avocat, aucun accompagnant. Bernard, visiblement sûr de sa position, ne posa pas de questions. Il se présenta ce matin-là dans un costume bleu marine à fines rayures, fraîchement repassé, le pas assuré, la tête haute. Il était persuadé qu'un torrent de millions allait bientôt déferler sur lui. De l'autre côté de la rue, dans un petit café donnant sur l'immeuble, Dorine sirotait un cappuccino en rêvassant au voyage qu'elle pourrait enfin s'offrir, au sac de luxe qu'elle attendait d'avoir, une vie dorée bâtie sur les cendres encore tièdes d'un mariage défunt. La salle de réunion où tout allait se jouer était impressionnante, boiserie en noyer foncé, lustre discret mais élégant, et une large baille vitrée donnant sur le parc Hélène, recouvert ce jour-là d'un manteau de neige immaculé. À l'intérieur, outre Maurice, se trouvait Mélissa, une sténographe vêtue de noir, et un caméraman installé dans un coin. Tout cela, expliqua Maurice en ajustant ses lunettes, répondait à une exigence stricte de la défunte, tout devait être filmé et archivé. « J'espère que cela ne vous dérange pas, dit-il poliment à Bernard. Ce dernier haussa les épaules avec condescendance. Bien sûr que non. Allons-y. Maurice ouvrit un dossier en cuir bordeaux, aussi soigné que solennel, et lut d'une voix posée. Moi, Diane Triveau, en pleine possession de mes facultés mentales et physiques, rédige ce testament comme expression de ma dernière volonté. D'abord vinrent les legs secondaires, un collier pour une cousine, des livres rares pour un vieil ami, des pièces de collection pour des musées. Rien de surprenant. Puis Maurice marqua une pause. Il releva la tête, prit une respiration plus lente. Quant à mes biens principaux. Le silence dans la pièce devint lourd. Tous les fonds issus de l'héritage de Mélanie Tanriveau, toutes les propriétés achetées avec ces fonds, ainsi que les investissements réalisés au pour une valeur estimée à 30 millions d'euros doivent être redistribués, apparaît. Elle, entre les entités suivantes, l'Association française pour la recherche contre le cancer, le département de recherche oncologique de l'hôpital Saint-Étienne de Lyon, et la Fondation nationale pour la solidarité contre les violences faites aux femmes. Le visage de Bernard se décomposa. Ses traits se figèrent comme pétrifiés par le choc. Mais Maurice, implacable, continua, ignorant délibérément la crise intérieure qui ravageait l'homme assis face à lui. Tous les biens immobiliers, y compris l'appartement situé au dernier étage de la rue Bastien, doivent être vendus immédiatement, et les bénéfices intégralement versés aux institutions mentionnées. Un bruit sec résonna, la chaise de Bernard venait de racler le sol. Il s'était levé d'un bond. « C'est un cauchemar !» s'écria-t-il. « Elle n'a pas le droit. Cet argent m'appartient. Je suis son mari. » Maurice, toujours calme, lui fit signe de s'asseoir. « Ce n'est pas encore fini, monsieur Tanriveau. » Bernard retomba sur sa chaise comme s'il venait de perdre l'usage de ses jambes. Son masque de confiance venait de se fissurer, puis de voler en éclats. Diane Triveau laisse derrière elle 2 choses essentielles, reprit Maurice.
D'abord, cette lettre. Elle a exigé qu'elle vous soit remise en main propre. Il sortit une enveloppe crème et la tendit à Bernard. Ses mains tremblaient en la saisissant. Au même instant, Mélissa se pencha sous la table et en sortit un objet enveloppé de velours, un miroir ancien, au cadre argenté finement ciselé. Elle le déposa avec une lenteur solennelle sur la table, en face de Bernard. Ce miroir, ajouta Maurice, était l'un de ses objets les plus précieux. Il vous est destiné. Bernard, les yeux fixés sur l'objet, semblait absent. Puis, d'une voix cassée, il commença à lire la lettre à haute voix, comme Maurice l'avait demandé. Cher Bernard, au moment où tu lis ces lignes, je ne suis plus là. Mais crois-moi, ce que tu vas découvrir changera tout. Oui, je savais. Je savais pour l'appartement, pour les bijoux, pour les vacances. Mais je savais aussi bien plus que tu ne pourrais l'imaginer. Le silence était si dense qu'on aurait pu entendre battre un cœur brisé. J'étais enceinte de notre enfant, Bernard. Tu n'as jamais su. Pendant que tu offrais des émeraudes à ta maîtresse, moi, je portais notre bébé. Et tu étais si aveuglé par ton ambition et ton égoïsme que tu ne l'as même pas remarqué. Les mains de Bernard se mirent à trembler. Sa gorge était nouée. Cette lettre n'est pas une vengeance, Bernard. C'est un miroir. Il leva les yeux, effleurant du regard l'objet posé devant lui. Ce miroir appartient à ma famille depuis 3 générations. Il a aidé les femmes de ma lignée à se regarder en face. À voir leur beauté, mais aussi leurs fautes. À ton tour maintenant. Chaque matin, je veux que tu le regardes. Que tu te regardes vraiment. La voix de Bernard était désormais à peine audible. Regarde l'homme qui a laissé sa femme mourir seule. Regarde l'homme qui a menti à tous, sauf à son propre reflet. Le miroir ne te mentira jamais, Bernard. Il est ton héritage. Il s'effondra en silence. Puis, comme dans un écho tragique, son téléphone vibra. L'écran affichait « Dorine ». Des messages s'enchaînaient, « Il y a des gens chez nous. Ils ont des papiers. Ils disent qu'on doit partir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Nos cartes ne fonctionnent plus. » Maurice, implacable, poursuivit. Diane n'a pas seulement rédigé un testament. Elle a aussi rassemblé un dossier complet, chaque dépense suspecte, chaque transfert frauduleux, chaque compte secret que vous avez ouvert au nom de votre maîtresse. Mélissa, le visage impassible, intervint. Le conseil d'administration de l'hôpital s'intéresse vivement aux faux dossiers médicaux de Madame Dorine. La police doit être en train de discuter avec elle à l'instant même. Bernard se recroquevilla, tenant le miroir contre lui comme si c'était sa dernière bouée. Il osa à peine murmurer. Il doit bien rester quelque chose. La maison de vacances à Bertrand? Les placements dans l'immobilier? Maurice répondit avec une froideur clinique. Tous financés avec l'héritage de Diane. Et donc, redistribués. Vos comptes personnels ont été saisis. Vos dettes privées seront bientôt évaluées. Les messages de Dorine continuaient d'affluer. Bernard, c'est fini? Où est l'argent? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et dans la pièce, tandis que la neige tombait en silence sur le parc derrière les vitres, Bernard Tanriveau regardait pour la première fois de sa vie la vérité en face dans ce miroir. Ce qu'il y vit ne le quitterait plus jamais. Des documents juridiques pour fraude. On me poursuit en justice. Bernard, où es-tu? Réponds. Mélissa, debout dans l'ombre de la salle, observait la scène avec une froide satisfaction. Son regard ne trahissait aucune émotion, mais son cœur vibrait d'une justice enfin rendue. Lentement, elle sortit une dernière enveloppe de son sac et la posa sur la table, comme on déposerait la dernière pièce d'un échiquier après un long duel. Diane t'a laissé une dernière chose. Pour que tu comprennes enfin ce que tu as réellement perdu. Les mains de Bernard tremblaient lorsqu'il ouvrit l'enveloppe. Il y découvrit plusieurs photos d'échographie, des images floues en noir et blanc, figées dans le temps. Mais au milieu de ces flous, une vie. Un être minuscule, une promesse d'avenir. Les bords du papier étaient marqués, comme si le poids du passé les avait usés. Elle portait cet enfant, dit Mélissa d'une voix douce mais ferme. Tu te souviens du jour où tu lui as offert ce bracelet? Du moment où tu as pris ce collier dans la vitrine? Ce jour-là, Bernard, Diane portait ton enfant. Bernard fixait les images avec une intensité douloureuse. Ses doigts se crispèrent, et il faillit les laisser tomber. Puis il leva les yeux vers le miroir posé contre le mur.
Et là, dans cette surface froide et impitoyable, il vit son propre visage, mais pour la première fois, ce visage reflétait autre chose que de la suffisance. Il reflétait la vérité nue, brutale. Maurice tout sauta légèrement pour signaler un dernier détail. Avant de mourir, Diane a enregistré un message vidéo. Elle voulait que tu le voies toi-même. La tension dans la pièce monta. Le caméraman installa l'écran, l'éclairage fut ajusté. L'image de Diane Triveau apparut, faible mais digne. Son visage amaigri par la maladie, ses joues creusées, mais dans ses yeux brillait une lumière qu'aucune souffrance n'avait pu éteindre. Sa voix, douce mais déterminée, résonna dans la pièce silencieuse. « Bernard, si tu regardes cette vidéo, cela signifie que tout s'est passé comme prévu. Tu es probablement furieux, blessé, trahi. C'est bien. Cela signifie que tu ressens enfin quelque chose. Mais ce n'est pas de la vengeance que je cherche. C'est la vérité. C'est la justice. » Elle fit une pause, ses yeux plantés dans l'objectif comme s'il voyait à travers le temps. « Le miroir que je t'ai laissé n'est pas seulement une punition. C'est ta dernière chance. Je t'ai aimé, Bernard. D'un amour vrai. Assez pour rêver de mettre au monde ton enfant, même dans mes derniers instants. Mais toi, tu n'as même pas eu le courage de m'offrir la vérité. Tu as profité de ma mort pour te lancer dans une nouvelle vie, comme si je n'avais été qu'une parenthèse. » Elle inspira profondément. « Ce miroir m'a été transmis par ma mère, comme elle l'avait reçu de la sienne. Elles y ont affronté leur vie, leur choix. Maintenant, c'est ton tour. Chaque matin, regarde-toi dans ce miroir. Regarde bien. Vois l'homme qui a abandonné sa femme mourante. L'homme qui n'a jamais connu son enfant. L'homme qui a tout détruit, de ses propres mains. » Sa voix devint presque un souffle. « Ne cherche pas l'héritage. Il n'y a plus rien à prendre. Il ne reste que toi. Ton reflet. J'espère que tu pourras vivre avec ça. » La vidéo se coupa brusquement. Un silence lourd et glacial s'abattit dans la pièce. Dehors, la neige tombait en silence, recouvrant le monde d'un manteau blanc. À l'intérieur, l'univers de Bernard Triveau s'était écroulé. Son téléphone vibra. Un message. « Ne cherche plus. C'est terminé. Tu ne veux pas qu'on t'accuse aussi de cette fraude. » Bernard serra à nouveau le miroir contre lui, comme s'il espérait qu'en le fixant, il y verrait un autre visage. Mais les miroirs ne mentent pas. Et à cet instant précis, pour la première fois, Bernard se vit vraiment, un homme qui avait gâché toute sa vie à poursuivre un mirage. Maurice s'inclina légèrement. « Un véhicule vous attend en bas, si vous souhaitez rentrer. Mais sachez que le contrat de l'appartement était au nom de Diane. Les papiers de résiliation ont été envoyés. » Bernard Triveau vivait désormais dans un petit studio à Lyon. 2 mois avaient passé depuis la mort de Diane. L'appartement luxueux qu'il partageait autrefois avec Der Guillemette n'était plus qu'un souvenir flou. Sur le mur blanc, le miroir argenté pendait toujours. Le même que Diane regardait chaque matin. Le même qu'elle fixait avant de s'endormir. Après la lecture du testament, tout avait basculé. Derain avait disparu, emportant seulement son parfum coûteux et quelques messages vocaux pleins de rage. Puis plus rien. Il avait même bloqué son numéro. La police avait voulu l'interroger sur ses faux diplômes d'infirmier, mais il avait fui vers Paris. Quant à Bernard, sa réputation s'était effondrée comme un château de cartes. Le monde de l'immobilier lyonnais, qu'il avait autrefois encensé, l'avait banni. Clients, partenaires, tous avaient pris leur distance. Celui qu'on appelait l'aigle de la pierre était devenu un nom maudit. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, Bernard se préparait pour un entretien d'embauche. Ce n'était pas un poste glorieux. Juste un emploi de vendeur débutant dans une petite agence. Son costume, l'un des derniers vestiges de son ancienne vie, lui semblait trop grand, comme un souvenir qui ne lui appartenait plus. Avant de sortir, comme chaque matin, il se posta devant le miroir. « Que vois-tu » murmura-t-il. Une question simple, mais lourde de sens. Son thérapeute, le docteur Gérald, l'avait encouragé à se la poser quotidiennement. Une manière de se confronter à soi-même. C'est Mélissa qui lui avait organisé cette thérapie, comme étape de reconstruction. C'est elle aussi qui avait suggéré ce poste à Uskudar. Il ne lui avait jamais reparlé en face. Mais il savait.
Il savait qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer Diane, de la protéger, même au-delà de la mort. Dans le miroir, Bernard vit un homme vieilli, aux tempes grisonnantes, aux rides profondes. Mais surtout, il vit un regard différent. Le feu arrogant d'autrefois avait laissé place à une lassitude pesante, presque fantomatique. Son téléphone vibra. Un message de sa sœur Élise, la seule à ne pas l'avoir abandonné. N'oublie pas de manger avant notre rendez-vous. Et rappelle-toi ce que le docteur Gérald t'a dit. Prends soin de ton histoire. Cette phrase résonna en lui. Prends soin de ton histoire. Il monta dans le métro. Une expérience nouvelle pour lui, habitué autrefois aux chauffeurs privés. Il regardait les gens. Pour la première fois, il les voyait vraiment. Une vieille dame, les traits tirés par les années. Un adolescent qui fixait le vide. Une femme enceinte, visiblement à terme, monta. Lorsqu'elle chancela à un virage, Bernard se leva immédiatement et lui céda sa place. Il y a de moins en moins de gens qui remarquent ce genre de choses, dit-elle avec un faible sourire. Moi, je remarque. Je remarque tout maintenant, répondit-il, plus pour lui-même. L'entretien avait lieu dans un petit bâtiment gris, sans prétention. Avant d'y entrer, Bernard s'assit dans un café voisin, rassemblant ses pensées. Il n'avait plus de plan, plus d'ambition flamboyante. Juste une volonté simple, faire mieux. Son téléphone vibra encore. Une notification de son application de thérapie, avec quelle vérité fais-tu face aujourd'hui? Il sortit alors de son portefeuille une vieille photo d'échographie, froissée, presque effacée. Grâce à Mélissa et à sa sœur Élise, il avait pu récupérer une clé USB remplie de souvenirs, des photos, des vidéos, des moments volés qu'il n'avait jamais vécus, mais qu'il pouvait désormais contempler. Le docteur Olivier Beaufort est prêt à vous recevoir, dit la secrétaire en lui ouvrant la porte. Bernard entra. Une petite salle d'entretien. 3 personnes assises derrière une table. Pas d'artifice. Pas de promesse. Juste une possibilité. Et dans sa poche, une vérité qu'il ne fuirait plus jamais. Un ancien client, un visage du passé, se tenait devant Bernard. C'était Nicolas. Lorsqu'il l'aperçut, une lueur de surprise passa fugitivement dans ses yeux, mais il tenta aussitôt de la masquer. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, » dit-il, son ton à la fois intrigué et réservé. « Moi non plus, je ne pensais pas que mon nom figurerait sur cette liste, et pourtant, me voilà, » répondit Bernard d'un ton calme, presque résigné. Nicolas se pencha légèrement vers lui, adoptant une posture plus grave, plus directe. « Alors dis-moi, Bernard, pourquoi es-tu vraiment ici ? Pas de discours appris par cœur. Je veux la vérité. » Bernard plongea son regard dans celui des 3 personnes assises en face de lui. Une profonde inspiration souleva sa poitrine. Les mots du docteur Gérald résonnaient encore en lui, « Ton histoire peut en aider d'autres. Mais elle t'appartient. Protège-la. » Il parla alors, d'une voix nue, sans phare. « J'ai trahi ma femme, alors qu'elle mourait. J'ai dilapidé des millions qui ne m'appartenaient pas. Je suis devenu un homme incapable de se regarder en face. Et pourtant, chaque matin, je me tiens devant ce miroir. Car c'est ce que Diane m'a laissé dans son testament. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Bernard ne se déroba pas. Il raconta tout. Sans détour. Sans maquiller la honte. Sans escamoter la douleur. Les visages autour de la table passèrent de la stupéfaction à la consternation, puis à une forme de compréhension pudique. Il parla de ses séances de thérapie, de ses efforts pour réparer l'irréparable, de son combat quotidien contre ses démons, de cette lutte intime pour devenir quelqu'un de meilleur. Chaque matin. Inlassablement. « Je ne demande pas à être pardonné, » ajouta-t-il, « car je ne le mérite pas. Je veux juste une chance. Une chance de recommencer à zéro. De devenir enfin cet homme que Diane croyait voir en moi. » Nicolas croisa les bras, s'enfonça dans le dossier de son fauteuil. Son regard, toujours dur, s'adoucit légèrement. « Et pourquoi, Bernard ? Pourquoi devrions-nous te faire confiance ? Ton passé prouve que tu as longtemps vécu sans la moindre boussole morale. » « Ne me faites pas confiance, » répondit Bernard, le regard franc. « Pas encore. Je ne l'ai pas méritée. Mais je veux la gagner. Jour après jour. Par mes actes. Rien que mes actes. » Après la réunion, Bernard erra longuement le long de la côte.
Le soleil d'hiver baignait les eaux tranquilles du Balthazar. Son téléphone vibra. Un message de Thierry s'afficha, nous devons encore parler de quelques détails. Peux-tu revenir demain? Ce soir-là, dans son petit appartement, Bernard dîna seul, un plat de nouilles chinoises devant lui. Le docteur Gérald lui avait conseillé d'écrire un journal. Pas pour être lu. Juste pour lui. Pour vider l'âme, retrouver la mémoire. Il nota. Diane, SZ, 67 jours. Cette nuit, je t'ai vu dans mes rêves. Pas toi, malade et amaigri. Non. Toi, lumineuse, moqueuse, vivante. Celle qui riait de mes blagues idiotes. Celle qui croyait en moi plus que moi-même. Peut-être est-ce de toi que je me souviens encore vraiment. Tu essayais toujours de m'ouvrir les yeux. Mais je ne voulais pas voir. Un an après la mort de Diane, Bernard Triveau se tenait devant le miroir de son studio. Il ajustait sa cravate. Son costume était simple, propre, sobrement professionnel. Les grandes marques de luxe avaient disparu de sa vie. Ses vieux jours de faste étaient révolus. Et ce n'était pas plus mal. La veille, alors qu'il écrivait encore dans son journal, il avait pleuré. Longuement. Chère Diane. Aujourd'hui, je recommence. Non pas parce que je le désire, mais parce que tu m'as empêché de continuer à vivre en étant cet homme-là. Le miroir que tu m'as laissé, il ne reflète plus seulement mon visage. Il montre aussi mon âme. Peut-être qu'un changement a commencé dans ce reflet. Je ne me pardonnerai jamais. Pour ce que je t'ai fait. Pour la famille que nous n'avons pas eue. Pour la vie que nous n'avons pas vécue. Mais j'ai une promesse. Chaque jour, je regarderai ce miroir. Et j'essaierai d'être un homme meilleur que la veille. Pas pour moi. Pour toi. Pour notre bébé perdu. Pour l'homme que tu voyais en moi. La nuit précédente n'avait pas été paisible. Au moment même où il refermait son journal, on frappa à la porte. C'était Mélissa. Elle semblait bouleversée, mais déterminée. Sans un mot, elle lui tendit une petite boîte. Je pensais que je devais te donner ça, dit-elle simplement. Puis elle tourna les talons. Attends, appela Bernard. Je sais que ça n'a plus vraiment de sens. Mais je suis désolé. Vraiment désolé. Mélissa ne se retourna pas. Tu as raison. Ça n'a plus de sens. Mais Diane, elle aurait voulu que tu aies ça. Tu sais, elle avait tout gardé. Chaque billet de cinéma, chaque carte d'anniversaire. Même la note la plus stupide que tu lui avais laissée. Elle croyait en toi. Jusqu'au bout. C'était ça, la vraie tragédie. Dans la boîte, les mains de Bernard tremblaient. Il découvrit des lettres, des photos, des souvenirs infimes, précieux. Tout au fond, un journal. Celui que Diane avait tenu à l'hôpital. Il le lut toute la nuit. Ses larmes tombaient sur les pages. Il découvrit ses doutes, ses espérances, ses dernières douleurs. La dernière page datait de quelques jours avant sa mort. Cher Bernard. Si tu lis cette lettre, je ne suis sans doute plus là. Le miroir que je t'ai laissé n'est pas une punition. Même si, Dieu sait, tu la mérites. C'est un espoir. L'espoir qu'en toi, il reste encore une trace de l'homme que j'aimais. Celui qui me ramenait le café au lit. Celui qui dansait avec moi dans la cuisine. Celui qui m'avait promis fidélité dans la santé comme dans la maladie. Je te laisse ce miroir non pas pour te torturer. Mais pour que tu puisses te libérer. Parfois, il faut tout perdre pour enfin se retrouver. Avec tout mon amour. Diane. Le lendemain matin, Bernard retourna au bureau immobilier de Huskudar. Thierry l'attendait. Nous avons discuté, dit-il. Nicolas est contre. Mireille est indécise. Mais moi, je crois aux secondes chances. Bien sûr, tu commences au salaire minimum. Bernard acquiesça sans discuter. Il acceptait tout. Il prit le manuel du personnel, et en sortant, s'arrêta devant le miroir sur la porte d'entrée. Pour la première fois depuis la mort de Diane, il ne détourna pas les yeux. Ce jour-là, c'était l'inauguration du centre d'oncologie Diane Ilma. Bernard y avait été convié. Pas en tant qu'invité d'honneur, non. Il y était comme témoin. Comme exemple. Comme rappel.
Depuis quelques mois, il donnait des conférences dans des facultés de médecine. Il parlait de la sécurité des patients, des erreurs éthiques. Il prenait sa propre faute comme leçon. Il racontait Diane, non pas pour se racheter, mais pour éduquer. Le conseil d'administration, touché par sa démarche, avait souhaité qu'il prenne la parole lors de l'inauguration. Le matin même, il reçut un message. C'était Élise, es-tu vraiment prêt? Tu peux encore faire demi-tour. Bernard se regarda une dernière fois dans le miroir. Ses cheveux étaient grisonnants. Les rides plus marquées. Mais ses yeux avaient changé. Il y avait, dans leur reflet, quelque chose de nouveau. Une gravité. Une sincérité. Je suis prêt, répondit-il. Diane aurait voulu que je sois là. Pas pour moi. Pour la vérité. La cérémonie était à midi. Bernard arriva 2 heures plus tôt. Il traversa les couloirs de l'hôpital, revisita en silence les lieux où Diane avait vécu ces derniers jours. Il voulait s'imprégner. Ressentir. Ne pas fuir. Arrivé dans l'aile oncologique, il aperçut un visage familier. Le docteur Rachel Demire. Elle parlait doucement à un couple. La femme portait un foulard coloré, comme Diane autrefois. L'homme lui tenait la main avec amour. Un mélange de peur et de tendresse sur le visage. Bernard s'effondra. Cela aurait dû être lui. Mais il avait fui. Rachel s'approcha. Son regard sonda le sien avec gravité. « Je sais pourquoi vous êtes là, dit-elle. Je parlerai aussi pendant la cérémonie. » Un silence tomba. Puis elle ajouta, après l'avoir longuement observé. « Vous êtes différent. »« Je le suis, » répondit Bernard. « Trop tard, mais oui, je le suis. » Rachel hocha doucement la tête. Un geste simple. Mais lourd de sens. « Diane parlait souvent de vous, vous savez. Peut-être pensiez-vous qu'elle vous avait effacé de son cœur après votre trahison, mais ce n'était pas le cas. Même brisée, même déçue, elle croyait encore en l'homme que vous aviez été, avant que l'argent et le succès ne prennent le dessus. » Les yeux de Bernard se remplirent de larmes. Sa voix se fit tremblante, presque un murmure. « Je ne la méritais pas. »« Non, vous ne la méritiez pas, » confirma Rachel d'un ton ferme. « Mais la foi n'a rien à voir avec le mérite. C'est une espérance, un pari sur ce qui est encore possible. » Elle jeta un coup d'œil à sa montre. « La cérémonie commence dans 2 heures. Êtes-vous prêt à affronter les regards? À affronter la vérité? » La cérémonie se déroula dans la grande salle de conférence de l'hôpital. L'endroit était empli d'une solennité palpable. Donateurs, médecins, journalistes, tous étaient venus honorer la mémoire de Diane. Mélissa, investie depuis le début dans le projet du centre de commémoration, était assise au premier rang, droite, digne. Bernard, lui, s'était installé à l'arrière, le regard fuyant, incapable de croiser les yeux de celle qui avait été témoin de tant de douleur. Le directeur de l'hôpital ouvrit la cérémonie en parlant d'espoir, de résilience et de progrès. Puis, le docteur Rachel prit la parole pour raconter le courage silencieux de Diane, son combat contre la maladie, sa dignité face à la faim. Et enfin, le micro fut tendu à Bernard. Un silence pesant envahit la pièce. Chacun connaissait son histoire. L'homme qui avait abandonné sa femme mourante, le magnate de l'immobilier qui, au sommet de sa gloire, avait tout perdu sauf le poids de sa propre trahison. Bernard s'approcha lentement du pupitre. Il inspira profondément. Dans la poche intérieure de sa veste, il avait une vieille photo froissée d'Ultron, leur chien, qu'il avait toujours gardé. Ce jour-là, il y avait ajouté une autre photo, celle de Diane, alitée, le visage pâle mais illuminé d'un sourire fragile, les yeux encore pleins de lumière. « Je m'appelle Bernard Triveau, » déclara-t-il d'une voix claire. « Je ne suis pas ici pour vous raconter une success story. Je suis ici pour vous délivrer un avertissement. » Il ferma brièvement les yeux, ravalant son émotion. Il y a 1 an, presque jour pour jour, je me tenais à l'étage supérieur de cet hôpital. Ma femme luttait pour sa vie. Et moi, j'ai choisi de partir. Il serra le pupitre, sa voix se durcissant. J'avais tout. Une carrière brillante. Une maison magnifique. Et surtout, une épouse qui m'aimait avec une foi que je ne méritais pas. Diane, elle voyait toujours le meilleur en moi, même quand je lui montrais le pire. Il sortit alors la photo de Diane et la montra à l'assemblée.
Voici la dernière photo de ma femme avant sa mort. Pendant que cette photo était prise, je me trouvais à l'autre bout de la ville, en train d'acheter un bracelet à ma maîtresse. Pendant que Diane combattait pour sa vie, je bâtissais un avenir avec une autre femme. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à ce moment précis, elle portait notre enfant. Un enfant conçu par amour, par promesse, et que j'ai brisé. Assise au premier rang, Mélissa Tanriveau avait baissé les yeux. À côté d'elle, Maître Maurice Auteuil, l'avocat de Diane, restait impassible. Il avait été l'architecte silencieux de ce que Diane appelait son dernier acte de vérité. Diane m'a laissé 2 choses, poursuivit Bernard, la gorge nouée. Une lettre et un miroir. Il marqua une pause, laissant le silence souligner la gravité de ses mots. La lettre m'a forcé à regarder en face les vérités que j'avais enfouies si profondément que même moi je n'y avais plus accès. Et le miroir, c'était son chef-d'œuvre. Parce qu'elle savait que la pire des punitions ne serait jamais la perte de l'argent, ni celle du prestige. Non, la pire des peines, c'est de devoir se regarder chaque jour et de voir l'homme que l'on est devenu. Il sortit une échographie, froissée et jaunie. Voici l'enfant que nous avons perdu. Le jour où Diane a découvert ma trahison, son corps a cédé. Elle a perdu ce bébé. Et avec lui, un futur que nous n'aurons jamais. Une autre vie, que j'ai brisée. Le silence dans la salle était désormais chargé d'un respect lourd, douloureux. Même les journalistes semblaient hésiter à écrire. Le centre Diane Triveau n'est pas simplement un centre de traitement du cancer. Il a été pensé pour offrir bien plus, du soutien, de la dignité, de la lumière là où il n'y a que l'ombre. Parce que Diane, même au seuil de la mort, a choisi de transformer sa souffrance en espoir pour les autres. Sa voix tremblait maintenant. Aujourd'hui, je travaille dans une modeste agence immobilière, dans le quartier du Marais. Chaque matin, chaque soir, je regarde ce miroir. Lentement, douloureusement, j'apprends à voir autre chose que le vide dans mon reflet. Ce n'est pas de la rédemption. Je ne la mérite pas. Mais c'est peut-être une forme de conscience. De compréhension de ce que j'ai perdu. De ce que j'ai détruit. D'un pas incertain, une femme entra discrètement par l'arrière de la salle. C'était Dorine Guillemette. Plus sobre, plus effacée, elle n'avait plus rien de la femme mondaine qu'elle avait été. Leurs regards se croisèrent. Puis elle détourna les yeux. Le dernier cadeau de Diane, ce n'était pas une punition, reprit Bernard. C'était une chance. Une chance de me regarder chaque jour et de me confronter à ce que je suis devenu. Ce n'était pas pour me dire qui j'étais. Mais pour me rappeler qui je pourrais encore devenir. Des larmes coulaient sur ses joues. Dans la salle, beaucoup pleuraient aussi. Il sortit un vieux carnet de sa poche, le journal que Diane tenait à l'hôpital, et ouvrit la dernière page. Diane écrivait ceci dans ses derniers jours, dit-il. Puis il lut à voix haute. L'amour, ce ne sont pas des fleurs ou des bijoux. L'amour, c'est rester. C'est choisir de rester quand tout en nous hurle de partir. C'est voir le bien chez l'autre, même quand l'autre ne le voit plus en lui-même. Il referma doucement le carnet. J'ai échoué à tout cela. J'ai choisi la facilité. J'ai troqué la fidélité contre le confort. Et dans cet échange, j'ai perdu bien plus que l'amour, j'ai perdu l'homme que j'aurais pu devenir. Au premier rang, Mélissa pleurait ouvertement. La docteure Agnès Kaplan lui prit doucement la main. Ce centre servira des milliers de patients, dit Bernard. Il offrira peut-être des guérisons, mais j'espère qu'il offrira surtout de la compassion. Et une leçon d'honneur, de courage. Parce que pendant que je détruisais, Diane construisait. Pendant que je mentais, elle semait l'espoir. Alors qu'il quittait la scène, il s'arrêta. J'ai un miroir chez moi. Il me montre qui je suis. Mais j'espère qu'à travers chaque vitre, chaque reflet de ce bâtiment, chacun verra non pas ce qu'il est, mais ce qu'il pourrait devenir. Les applaudissements commencèrent. Lents, hésitants, comme si chacun doutait encore de ce qu'il venait d'entendre. Puis, peu à peu, les mains se levèrent, sincères. Ce n'était pas un discours pour être applaudi, conclut Bernard. C'était un discours pour dire la vérité. Après la cérémonie, alors que les invités se dispersaient, Dorine s'approcha. J'ai entendu dire que tu travailles au Marais, dit-elle simplement. Dans une agence immobilière, répondit Bernard. Elle acquiesça. Moi, je donne des cours de soins infirmiers maintenant, à Provence. Je suis retourné à l'école.
Un silence bref. Tu crois que si nous n'avions pas été là, rien de tout ça ne serait arrivé, demanda-t-elle. Non, répondit-il avec calme. Penser cela, c'est croire qu'une fausse version pourrait être la bonne. Et il n'y a pas de vérité dans le mensonge. Elle hocha la tête, le regard empli d'une fatigue douce. Le miroir que Diane t'a laissé, tu l'as toujours? Oui, dit-il simplement. Toujours. Chaque matin, avant même de poser le pied hors du lit, et chaque soir, juste avant de sombrer dans le sommeil, c'est la première et la dernière chose que je regarde, ce miroir. Est-ce que ça t'aide? Demanda doucement Derain. Bernard hésita. Non, il ne corrige rien. Il ne fait pas revenir le passé. Mais il m'empêche d'oublier. Et peut-être que c'est bien ça, le problème. Derain s'éloigna, laissant place à Mélissa Trivaux. Diane aurait aimé ton discours, dit-elle calmement. Ce n'était pas pour des excuses. Je ne cherche pas à être pardonné, répondit Bernard. C'est bien, répondit-elle. Parce que tu ne seras pas pardonné. Elle s'arrêta un instant, le regard perdu dans un souvenir lointain. Mais Diane croyait aux secondes chances. Pas pour réparer ce qui est perdu, mais pour permettre à quelqu'un de devenir enfin celui qu'il aurait dû être. Elle lui tendit une enveloppe. Il y a une clé à l'intérieur. C'est la maison au bord du lac de Sainte-Croix. Diane adorait cet endroit. Je la vends maintenant, mais je me suis dit que tu pourrais vouloir lui dire au revoir. C'est laquelle était vraiment heureuse, avant tout ça. Tu veux peut-être y aller une dernière fois. Sur la route sinueuse menant au lac, Bernard Trivaux roula en silence. Une neige fine de printemps recouvrait les arbres d'un voile blanc. Cela faisait environ 18 mois que Diane Tanriveau était partie. Le monde avait changé. Le centre d'oncologie de l'hôpital Saint-Étienne, inauguré en son nom, fonctionnait à pleine capacité, apportant espoir et soutien à des centaines de familles. Son petit studio dans le Marais avait commencé à ressembler à un chez-soi. Quant au miroir que Diane lui avait légué, il n'était plus un instrument de punition, mais un rappel silencieux, constant. Quand il arriva devant la maison blanche au bord du lac, le soleil commençait à se coucher. Ce lieu était le refuge, le rêve de retraite, le jardin que Diane aimait tant. Elle y passait des heures, les mains pleines de terre, le regard tourné vers l'horizon. La clé semblait lourde dans sa main. En entrant, Bernard fut frappé par le parfum familier de lavande. Tout était resté à sa place, figé dans le temps. Sur la table basse, les magazines de jardinage de Diane. Dans les tiroirs, ses sachets faits main. Chaque pièce ravivait une mémoire, la cuisine où il préparait le petit déjeuner du dimanche, le bureau où Diane corrigeait les copies de ses étudiants pendant qu'il esquissait ses projets, et cette pièce maudite, la véranda, où elle avait appris son diagnostic. C'est là qu'il lui avait pris la main et promis de ne jamais la laisser. Une promesse qu'il avait trahie. À l'étage, il s'arrêta devant la chambre vide. Celle qu'ils avaient un jour destinée à un enfant qui n'était jamais venu. Ils avaient repoussé, toujours dit, un jour. Ce jour-là n'était jamais arrivé. Et maintenant, il savait, Diane était enceinte. Ce vide lui perça le cœur comme une lame. Son téléphone vibra. Un message, souviens-toi pourquoi tu es là. Ce n'est pas pour te punir, mais pour voir la vérité et avancer. Mehmet Erdogan. Dans la chambre, il ouvrit le tiroir de la commode. Il y trouva le journal intime de Diane. Ce n'était pas celui de l'hôpital, mais un carnet d'avant. Il regorgeait de vie, d'espoir, de projets. La dernière entrée datait de 3 jours avant le verdict. Bernard s'éloigne ces derniers temps. Il dit que c'est à cause du travail. Mais je sens autre chose. Il regarde souvent son téléphone et il sourit. Il pense que je ne vois rien. Mais je lui fais confiance. Cela fait 15 ans. Comment ne pas lui faire confiance? Et bientôt, nous commencerons une famille. Il sera un père merveilleux. Les yeux embués, Bernard s'assit au bord du lit. Il sortit le miroir. Ce n'était plus son reflet actuel qu'il y voyait, mais celui d'un homme qui avait un jour promis, un homme qui participait au traitement de fécondation, qui disait toujours « la prochaine fois ». Jusqu'à ce que le cancer leur arrache toute leur « prochaine fois ». Un bruit léger à la porte le fit sursauter. Mélissa était là. « Je pensais te trouver ici », dit-elle en entrant. « Nazan m'a dit que je n'étais pas allé travailler. »« Je voulais voir cette maison une dernière fois », répondit Bernard.
Ils traversèrent les pièces en silence. « As-tu trouvé ce que tu cherchais » demanda-t-il. « J'ai trouvé quelque chose dans les affaires de Diane. Quelque chose qu'elle voulait que tu aies. Mais je n'étais pas prête, jusqu'à aujourd'hui. » Elle sortit une lettre de sa veste, pliée avec soin. Elle l'a écrite ici, avant de tout savoir, avant que tout ne s'écroule. Bernard la prit avec des mains tremblantes. L'écriture de Diane s'étalait en lignes fragiles, tachées de larmes. Mon amour Bernard. Je t'écris cette lettre depuis notre chambre dans notre maison au bord du lac de Sainte-Croix. Le ciel ce soir ressemble à celui de notre premier rendez-vous. Tu te souviens? Tu m'avais dit que les arbres en or semblaient fêter notre amour. Tu savais trouver les mots. Aujourd'hui, j'ai appris que j'étais enceinte. Notre bébé. Celui dont nous avions perdu l'espoir depuis des années. Je ne te l'ai pas encore dit. Je voulais que ce soit spécial. Ici, ce week-end. Là où nous avions imaginé notre avenir. Mais quelque chose change. Tu es loin. Ton regard m'échappe. Parfois, tu souris en lisant des messages et tu les effaces. Je fais semblant de dormir mais je t'entends parler doucement. Je veux croire que c'est le travail, la pression. Je me répète que 15 ans d'amour ne peuvent pas s'évaporer. Je t'écris pour capturer cet instant avant que tout ne s'effondre. Parce que, quoi qu'il arrive, je crois en toi. Tu es celui qui me prépare du café, qui a appris le jardinage pour me faire plaisir. Celui qui disait après chaque fausse couche, un jour, cela viendra. Cet homme existe encore. Et notre enfant mérite de le connaître. Si tu lis cette lettre, c'est que quelque chose a changé. Peut-être une perte, peut-être un miracle. Mais n'oublie pas qui tu es. Pas l'image publique. Toi. Je t'aime, Bernard. Assez pour te pardonner. Assez pour croire que tu retrouveras ton chemin. Toujours. Diane. Bernard se laissa tomber à genoux, le cœur en feu, la lettre contre sa poitrine. Mélissa se pencha à côté de lui. Elle ne l'a jamais envoyée. Le lendemain, elle a appris la vérité. Et tout a changé. Pourquoi me la donner maintenant, demanda Bernard, la gorge serrée. Parce que Diane avait raison. Tu es revenu à toi-même. Mais tu es arrivé trop tard, pour elle, pour le bébé. Mais peut-être pas trop tard pour autre chose. Elle le regarda intensément. Il y a une unité à son nom, tu le sais. Il lance un programme d'accompagnement pour les familles de malades. Ils cherchent quelqu'un pour parler, pour guider. Ils veulent que ce soit toi. Moi? Murmura Bernard. Après tout ce que j'ai fait? Oui, répondit-elle. Parce que Diane aurait voulu que tu le fasses. Il regarda son reflet dans le miroir. Pour la première fois, il se vit vraiment. Pas pour se juger. Mais pour être honnête. Je le ferai. Pas pour être pardonné. Mais pour la vérité. Pour elle. Mélissa hocha la tête. La maison sera vendue la semaine prochaine. Mais le jardin de Diane? Tu veux le préserver? Pas pour le garder, mais pour le faire vivre. Avant de partir, ils firent le tour de la maison. Bernard s'arrêta devant la chambre vide. Penses-tu qu'elle savait? Demanda-t-il. Qu'elle savait que je comprendrais enfin? Diane voyait toujours le meilleur chez les gens, répondit Mélissa. Même quand elle ne le voyait plus en elle-même. Elle posa une main douce sur son bras. Premier geste de compassion depuis sa mort. Ne trahis plus sa confiance. Ne l'abandonne plus. Dehors, la neige tombait à nouveau, couvrant doucement le jardin endormi de Diane. Bernard glissa la lettre dans sa poche, aux côtés de la photo d'échographie qu'il portait toujours. Dans l'autre, le miroir. Adieu, murmura-t-il. Je n'ai pas été l'homme qu'il te fallait. Mais à partir d'aujourd'hui, je te promets d'essayer. Tous les jours. Il s'éloigna en voiture. La maison s'effaçait dans le rétroviseur. Il avait changé. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas une rédemption. C'était trop tard pour cela. Mais il restait peut-être un but, donner un sens à la douleur, empêcher d'autres de commettre les mêmes erreurs, et faire vivre l'héritage de Diane comme elle l'aurait voulu.